Nouvelle-Calédonie, actualité. Il resterait environ 15 jours de stock de poches de sang. La situation est critique. Le centre du don du sang lance un appel et constate que les Calédoniens ne donnent pas assez de sang. Les explications dans ce journal. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Une question, après la liquidation du seul quotidien, les Nouvelles-Calédonies, comment mieux s'informer et quelles sont les autres sources d'information et surtout, comment sommes-nous financés? On en parle dans l'œil de la rédaction. À l'hôpital, le soin des personnes en fin de vie doit être régulier. Après l'assistance à la maison hier, nous suivons ce soir Camille, infirmière au Medipol. Un reportage à découvrir dans le feuilleton de la semaine. Et enfin, une rencontre dans la rubrique Waguéri, celle de Valérie, qui consacre son temps aux animaux. Mais le faire à plein temps représente un coût entre passion, finance et sacrifice. Comment faire? Vous le découvrirez à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, les stocks de sang sont au plus bas. La situation est critique. Pour cela, le centre du don du sang lance un appel. Quel que soit votre groupe sanguin, A, O, B, AB, le besoin est urgent pour les malades, les accidentés de la route ou encore les mamans qui accouchent. Il resterait environ 15 jours de stock de poches de sang. Chaque année, au pays, environ 7000 poches sont transfusées. Alors pourquoi le centre du don du sang a souvent avoir affaire aux pénuries? Un reportage de Michel Pimbé. Si d'ordinaire, les besoins en don du sang sont globalement couverts, dans les semaines à venir, la situation pourrait devenir plus tendue. En cause, les jours fériés. Comme beaucoup d'enseignes, le centre de don du sang ferme ses portes. Ça va être dramatique ce mois de mai pour nous. Ça fait 4 jours de fermeture, ça fait environ 200 poches en moins en moyenne. Et donc ça aussi, c'est un facteur qui joue. Autre problème, les communautés océaniennes donnent peu de leur sang alors qu'elles représentent près de 50% de la population. Un refus souvent d'ordre culturel. Par exemple, chez les Kanaks, le sang de la personne appartient aux enclutérins, comme l'explique le Sénat coutumier dans la Charte des peuples Kanaks. Chaque année au pays, seulement 4000 personnes donnent leur sang sur les 100 000 Calédoniens potentiels admissibles au don du sang. Déjà le sang, ça fait peur. Le simple fait de voir des aiguilles, de penser qu'on va avoir une aiguille dans le bras, il y a des personnes à qui ça fait peur. Et puis il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur groupe sanguin et du coup ils croient qu'ils ne peuvent pas donner. Il y a des gens qui ont peur de faire des malaises, il y a des gens qui ont peur d'avoir mal, il y a des gens qui ont peur d'être fatigués. Et puis il y a aussi des choses un peu plus inconscientes. Il y a des gens qui savent qu'ils ont peut-être des problèmes de santé. Malgré les tensions actuelles sur les réserves, aucun assouplissement n'est envisagé dans les critères d'acceptation du don. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui pourraient se présenter au centre du don du sang et il y en a la moitié à qui on va dire non. Parce que des fois on va leur demander d'attendre quelques jours parce qu'ils ont un rhume, une grippe, une gastro et ça c'est rien, c'est quelques jours. Il y en a d'autres, on va leur demander d'attendre plusieurs mois. Là on vient de parler de la sexualité mais des fois c'est juste des voyages. Être parti en vacances en Asie ou dans des pays où il y a du paludisme. Donc on va tester votre sang mais pour être sûr que vous n'êtes pas porteur de microbes, on attend 4 mois. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle des risques théoriques. Chaque semaine, le centre de don du sang a besoin d'environ 250 personnes prêtes à donner pour couvrir les besoins. Dans le pays, en moyenne, 150 à 200 poches sont transfusées par semaine. Pour régler cette pénurie récurrente, il faudrait que les 4000 donneurs actuels donnent 2 fois par an ou il faudrait 1000 nouveaux donneurs par an. Politique. À présent, à Paris, Louis Mapou, président du gouvernement du pays, a été reçu cette nuit pour nous par la directrice générale des Outre-mer, les présidents des 2 chambres parlementaires, dont Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Quelques heures plus tôt, il a rencontré le ministre de l'Intérieur des Outre-mer, Gérald Darmanin. Alors, quelle a été la teneur des discussions? On écoute Louis Mapou, président du gouvernement, au micro de nos confrères d'Outre-mer 360. On a surtout échangé sur la manière dont le gouvernement que je préside, et en tant que président du gouvernement, je pourrais apporter comme contribution à la réussite des discussions qui s'ouvrent, dont un certain nombre de sujets, bien entendu, relèvent de la compétence du gouvernement. C'est ce sur quoi je me suis engagé auprès de lui à apporter
l'expertise dont on a besoin, l'ensemble des responsables politiques sur les discussions à venir. Nous sommes reçus par Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a un gros sujet qui est celui des relations extérieures, notamment dans la région Pacifique, tel qu'on peut les exercer ensemble, la Nouvelle-Calédonie et l'État. Voilà, et ce soir pour nous, Louis Mapou devrait être reçu par Gérard Larcher, président du Sénat. Il rencontrera l'Agence française de développement ou encore, donc vendredi, Christelle Boris, PDG d'Eramet. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion pour nous, médias locaux, de nous interroger sur le paysage médiatique calédonien et son financement. C'est l'œil de la rédaction. Voilà, ce dernier a considérablement été chamboulé par la liquidation des Nouvelles-Calédoniennes actée le 17 mars dernier. Le seul quotidien de l'île peut-il renaître de ses cendres? D'autres sources d'informations vont-elles voir le jour? Voici les éléments de réponse avec Maëlys Vézière. C'était le 17 mars dernier, les Nouvelles-Calédoniennes ont baissé le rideau, une liquidation qui a considérablement rebattu les cartes du paysage médiatique local. De nouvelles sources d'informations seront bientôt proposées aux Calédoniens. D'abord, le seul quotidien de l'île, vieux de 53 ans, n'a pas dit son dernier mot. Il pourrait retrouver rapidement un repreneur. C'est en tout cas la conviction de Marie-Laure Gastaud, la mandataire judiciaire en charge du dossier. J'espère bien trouver des repreneurs et il y a des manifestations d'intérêt, je l'ai déjà dit. Le juge commissaire va statuer le 16 mai, donc c'est très bientôt, dans 15 jours on saura. Les gens qui sont intéressés doivent déposer leur offre avant 11h le 15 mai. Effectivement, j'ai beaucoup je vous dis, presque 20 personnes qui ont retiré un dossier d'information et qui sont en train d'étudier le dossier et pour faire des offres de reprise au juge commissaire. Moi, je suis préoccupée en tant que citoyenne d'abord, plus pour la reprise des nouvelles parce qu'on peut pas, ça me paraît compliqué avec les élections qui arrivent là, qu'on n'ait pas de quotidien local. Qui disparaissent, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un reprenne ce titre. Il y a toute la richesse des salariés, le savoir-faire, ils peuvent reprendre les équipes qu'ils veulent. Et le titre doit survivre. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de repreneur. En parallèle, un nouveau quotidien vendu 140 francs s'apprête à voir le jour. Première parution annoncée pour le 30 juin prochain. Porté par l'équipe de l'hebdomadaire Actu-NC, il s'appellera La Voix du Caillou et comprendra entre 16 et 32 pages. Pour ce faire, ce quotidien compte sur les aides de l'État, de Promo Sud, une société d'investissement composée d'actionnaires privés et publics, dont la Province Sud est majoritaire, et le financement participatif. C'est pas Actu-NC, c'est pas non plus les nouvelles. Enfin, on se retrouve plus proche d'un titre de presse quotidienne régionale, donc presse de proximité, avec les traitements des faits divers et des faits d'actualité qui intéressent la population, avec plus de traitements que ce qu'on fait par exemple dans Actu de la Brousse, puisque ça se veut être un journal encore plus calédonien. On sera de l'ordre de 300 millions de budget de fonctionnement. Côté télévision aussi, le paysage bouge. Une troisième chaîne nommée NC9 se préparait pour la fin de l'année à l'initiative principalement de la radio RRB. Le média n'ayant pas souhaité répondre à nos sollicitations, l'architecture de la chaîne reste encore floue. Océane FM, qui se joint au projet, nous a confirmé prendre une des cases de la grille divertissement de la future chaîne de télévision. Et cette recomposition médiatique nous interroge sur la manière dont est géré le financement de l'information locale. Si les collectivités aident en majorité les médias à perdurer, il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie donc de cadre pour permettre le bon fonctionnement démocratique. Le point une nouvelle fois avec Maëlys Vézière. La plupart des médias calédoniens reposent sur l'aide des collectivités locales. Ainsi, l'argent public compte pour 45% du budget annuel d'Océane FM, qui s'élève à 84 millions de francs, et pour 50% du budget de la radio Jido, qui avoisine 120 millions par an. Cette part publique atteint 86% pour Calédonia, qui dispose de 500 millions de budget annuel. Problème, ces aides varient d'une année à l'autre et dépendent du bon vouloir des collectivités. Un système très différent du cadre métropolitain qui attribue, pour la presse écrite par exemple, des aides fixes et encadrées pour la diffusion, le pluralisme et la modernisation.
Je trouverais ça pas mal en fait qu'il y ait des règles qui soient fixées vraiment. Comment est-ce qu'on attribue des subventions ? À qui ? Quels sont les critères ? Est-ce que c'est le taux d'emploi ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires dégagé ? Est-ce qu'on les attribue aux entreprises en difficulté ? Combien de temps ? Enfin voilà, je pense que c'est toutes ces questions qu'il faudrait se poser pour que le système soit en tout cas plus équitable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu distribué au bon vouloir de chaque institution en fonction de ses affinités avec tel ou tel média. Dans le pays, seule NC Première a l'assurance d'exister d'une année sur l'autre grâce à un financement tiré d'une taxe métropolitaine, la contribution à l'audiovisuel public. Jusqu'en 2021, c'était aux contribuables de l'Hexagone de payer un impôt, la redevance, une mesure qui devrait inspirer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, selon Étienne Dutailly, fondateur-directeur du journal satirique Le Chien Bleu. C'est comme au cinéma. Prends ta place de cinéma, il y a un pourcentage qui va au film pour financer les premiers films de jeunes réalisateurs. C'est exactement la même chose. Mais il faut faire pareil. Il n'y a pas de cadre précis, non politisé. S'il y avait une redevance, justement, qui permet de mettre à l'abri du politique. Parce que, quel que soit le parti au pouvoir ou les partis au pouvoir, un petit pourcentage de cette taxe ou de cette redevance irait automatiquement à certains médias. Même son de cloche pour Joël Casarérou, fondateur du mouvement citoyen Construire Autrement, qui voit dans l'encadrement du financement des médias un enjeu démocratique. À ce moment-là, moi je dis que l'information, c'est un bien commun. Si c'est un bien commun, il peut être financé par l'impôt, en partie. Donc on peut très bien avoir une délégation de service public par un appel d'offres ouvert. Donc voilà, donc l'idée c'est bien commun, financement par l'impôt, gouvernance ouverte et pas d'intervention politique. Si l'argent public peut garantir une indépendance des médias, d'autres modes de financement existent. Par exemple, Le Chien Bleu est actuellement le seul média calédonien qui tire ses revenus uniquement de sa vente. Et les jeunes s'intéressent au métier du média. C'était aujourd'hui au Carrefour des métiers organisé au collège de la Felpe à Thiéta dans la commune de Vaud. Plus de 70 élèves de 4e et 3e ont pu en profiter. Une dizaine d'entreprises ont fait le déplacement. Nous étions aussi sur place. On vous laisse regarder une petite séquence suivie de l'intervention d'Aurélie Boula, coordinatrice de l'événement. Micro d'Océane Zobler. À la télé, il y a quoi? Il y a des travail de programme. Des programmes? Ben oui. Voilà. Là, quand ils ont mis la réelle, ils ont pensé la réalité. C'est pas Cyril, lui, là? C'est la réalité. Non, lui. Non, Cyril, c'est pas lui. Cyril, c'est l'autre. Mais de toute façon, il faut s'intéresser au métier. Donc là, vous avez. Il y a le cadreur, il y a l'ingénieur du son, ça tourne. Donc, bien sûr, il y a des présentatrices. Il y a les journalistes, reporters d'images. Donc, c'est des gens qui passent jamais devant la caméra. Mais ils font des images, je pense. Je pense que vous pouvez demander, hein, elle est là. Cette année, on a décidé de le remettre un peu au goût du jour. C'est vraiment parce que ça répond à un besoin de nos élèves. On a noté dans les orientations que la plupart, ils se tournaient souvent vers des métiers qu'ils connaissent ou que peut-être dans la famille, ils voient. L'objectif, c'est vraiment de leur dire qu'ils peuvent faire de ce qu'ils aiment, de leur passion, leur futur métier. Et quand on fait, quand notre métier, c'est ce qu'on aime, on ne le vit pas comme quelque chose de fatigant. Et c'est des gens épanouis et c'est des adultes qui seront épanouis plus tard. Voilà, et ce rendez-vous pour refermer ce dossier, l'émission Ça vous parle sera consacrée à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Falaï Wedge recevra Étienne Dutailly, directeur de la publication du Chien Bleu, et Joël Casarérou, président du mouvement citoyen Construire Autrement. Dans le second volet de votre feuilleton consacré aux personnes en fin de vie et notamment sur le choix de la façon de quitter ce monde, après le cas hier de Mézère, 82 ans, qui est sous la responsabilité de sa femme. Intéressons-nous ce soir au personnel de santé et qui suivent les patients en hôpital. C'est le feuilleton de la semaine. Atteints d'une maladie grave ou terminale, les malades peuvent être accueillis au service de soins palliatifs. Nous avons suivi Camille, infirmière, dans l'une de ces journées pour comprendre la prise en charge de ces patients. Un reportage de Maïs Vézir. Bonjour. Ça va? Je viens faire l'aérosol.
Comment ça va? C'est dur de respirer encore. Est-ce que tu veux un médicament pour la douleur? Je pose l'aérosol et quand je viens l'éteindre, je te le donne. Le temps d'aller le chercher. Depuis 3 ans, Camille, infirmière, a intégré le service de soins palliatifs du Medipôle. Elle s'assure principalement de soulager les douleurs physiques des patients atteints d'une maladie grave, évolutive ou terminale. C'est important de passer régulièrement voir les patients parce qu'ils ne vont pas forcément sonner ou nous appeler quand ils ont mal. Ils n'osent pas ou ils ont peur de nous déranger ou ils n'y pensent pas. Donc on essaye vraiment de passer régulièrement pour évaluer la douleur. En termes de morphine, on en utilise beaucoup. On va dire qu'en moyenne, on a toujours au moins 5 à 6 personnes qui sont sous PCA dans le service. Aussi l'oxycodone, on utilise le fentanyl, le patch. Donc on a un panel quand même assez large de morphinique pour pouvoir vraiment adapter en fait à la personne et à ses douleurs. On n'a pas non plus que des cancers et pas que des personnes qui viennent, on en a, qui viennent pour des fins de vie immédiates, on les accompagne, on accompagne les familles, mais il n'y a pas que ça. Vous avez les mains froides? Ce service d'une capacité de 10 lits accueille des patients atteints majoritairement de cancer pour une durée limitée. Ici, on compte en moyenne un soignant pour 7 patients contre un soignant pour 10 patients dans d'autres services. Une chance, selon Camille, pour privilégier une prise en charge plus humaine dans un cadre hospitalier strict. Dans notre rôle propre aussi à nous, infirmiers et soignants, pas que appliquer des prescriptions. On a une dame, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était très demandeuse de voir ses animaux. On a descendu le lit en bas pour qu'elle puisse voir ses chiens. Ça s'est fait 2-3 fois et c'est vrai que ça remplace un médicament, ça remplace de la morphine. Ils sont tellement heureux. Alors que des orthophonistes, kinésithérapeutes ou encore assistantes sociales viennent compléter l'équipe, la chef de service Angélique Aillon souhaite intégrer d'autres professionnels afin de préserver la meilleure qualité de vie possible du malade jusqu'au décès. Dans les objectifs, on va essayer d'intégrer plus de professionnels comme une socio-esthéticienne, une biographe, un ostéopathe, pourquoi pas faire du tai chi ou du qigong pour nos patients qui seront en capacité de se mobiliser bien sûr, mais en tout cas amener d'autres professionnels auprès du patient pour vivre en fait le mieux possible le temps qui lui reste à vivre et donc que finalement que sa fin de vie elle ait un sens. Reste que la plupart des patients et proches souhaitent une fin de vie à la maison. Le réseau mobile de soins palliatifs prend alors le relais pour installer un équipement médical à domicile. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.